et qui, après avoir fait un travail sur Cuba, travaille actuellement sur le Venezuela bolivarien. Donc après avoir été, à partir du coup d'État de Pinochet en 1973, le laboratoire du néolibéralisme, l'Amérique latine est devenue depuis une dizaine d'années, Franck en parlait, le laboratoire de la contestation de ce néolibéralisme. Et donc dans cette communication, j'aimerais faire un bilan donc, du cycle de mobilisation ouvert par les conséquences du néolibéralisme et mettre en parallèle la dynamique de ces mobilisations de base et celle des gouvernements. En 1998, lorsque Hugo Chavez est élu président de la République, donc c'est-à-dire lorsque le premier président du tournant à gauche est élu président de la République, 9 des 12 pays sud-américains sont dirigés par un chef d'État issu de partis du centre ou de la droite. L'ancien dictateur militaire Hugo Banzer est toujours au pouvoir en Bolivie. Et les dirigeants à l'origine des privatisations massives dans le sous-continent sont toujours au pouvoir, que ce soit le cas donc de Fujimori au Pérou, de Menem en Argentine, de Cardoso au Brésil ou des partis Colorado au Paraguay et en Uruguay. Donc en un peu plus d'une décennie, à partir de 1998, 10 pays vont basculer à gauche, en plus donc de Cuba où les frères Castro sont toujours au pouvoir. Donc c'est le cas du Chili en 2000, du Brésil en 2002, de l'Argentine en 2003, de l'Uruguay en 2004, de la Bolivie en 2005, du Nicaragua et de l'Équateur en 2006, du Paraguay en 2008, du Salvador en 2009 ou du Pérou en 2011. Donc une série longue et par des voies électorales, chacun d'entre eux arrive au pouvoir avec un soutien majoritaire de la population. Donc ce n'est pas une seule et même gauche évidemment. On a souvent entendu parler des deux gauches, donc une plus radicale, plus en rupture avec l'économie mondiale, l'autre plus modérée et plus consensuelle avec les élites économiques, donc la bonne et la mauvaise, ou la mauvaise et la bonne selon le point de vue qu'on adopte. Préférable de parler d'une multiplicité de contextes nationaux où, avec un seul et même mécontentement contre les dégâts des politiques d'inspiration néolibérale, ces gouvernants arrivent au pouvoir avec cette inspiration des peuples. Je vous parlais donc des politiques d'inspiration néolibérale à partir des années 80, donc, qui est appelée en Amérique latine la décennie perdue. Politiques néolibérales qui se poursuivent dans les années 90. Et donc pendant ces deux décennies, les classes populaires connaissent un appauvrissement à deux niveaux, donc non seulement en termes de revenus réels, avec des salaires toujours plus bas, mais aussi donc en termes de conditions de vie avec le démantèlement des services publics qui existaient auparavant et donc par le biais de toutes les privatisations massives que va connaître l'Amérique latine à ce moment-là. C'est cet appauvrissement qui va déclencher un cycle de mobilisation menant au tournant à gauche. Donc la question que j'aimerais vous poser dans cette communication, c'est est-ce que ce cycle de mobilisation est-il toujours en cours ou est-ce qu'il est arrêté face à l'arrivée au pouvoir de nouveaux gouvernements? Donc je voudrais m'interroger là-dessus en revenant dans un premier temps sur ce cycle de mobilisation en tant que tel, puis sur les incertitudes et les continuités qu'il connaît à l'heure actuelle. Le premier acte de résistance contre le néolibéralisme en Amérique latine a lieu au Venezuela, donc dans le Venezuela où est maintenant au pouvoir Hugo Chavez. Et à l'époque, c'est en février 1989, contre un plan d'ajustement néolibéral, et ça déclenche une semaine de révolte dans les principales villes du pays, donc avec une occupation des voies, avec la redistribution donc, des marchandises des magasins, donc redistribution, vous en doutez, un peu autoritaire, et une résistance que le président social-démocrate de l'époque, Carlos Andrés Pérez, réprime au prix de plusieurs centaines de morts. Notre résistance précoce, plus organisée, plus durable, celle du soulèvement au Chiapas en janvier 1994, à l'origine contre l'entrée en vigueur du traité de libre-échange. Et donc ces révoltes précoces vont se généraliser au début des années 2000, avec des mobilisations qui parviennent non seulement à faire reculer les gouvernements, mais même dans certains cas à les renverser. C'est le cas donc des mobilisations victorieuses contre certaines privatisations, donc là c'est
dans un premier temps de faire reculer les gouvernements dont il s'agit. Donc la lutte contre la privatisation de l'eau à Cochabamba en Bolivie, qui est plus connue donc sous le nom de guerre de l'eau. Donc il y a eu un film, También la lluvia, qui retraçait cette lutte. Lutte contre la privatisation de l'eau dans la banlieue populaire de la capitale bolivienne, La Paz, donc à El Alto, donc cette banlieue populaire. Ou encore donc contre l'électricité, la privatisation de l'électricité au Pérou, mobilisation victorieuse également, donc des mobilisations dans différents pays et qui arrivent chacune à avoir des résultats. Ou encore contre la privatisation du gaz en Bolivie, qui est connue sous le nom de guerre du gaz, et qui cette fois aboutit au renversement du président en place. C'est un autre fait important de cette période de résistance, le renversement de président par des mobilisations sociales, donc par des mobilisations venues de la rue, principalement dans la zone andine. Donc en 50, entre 2000 et 2005, on dénombre 6 renversements de présidents ayant pour origine des mobilisations sociales. Au Pérou en 2000, en Équateur en 2000 et 2005, en Argentine en 2001 ou en Bolivie en 2003 et 2005. Autre fait marquant, c'est une période où se développent des mouvements paysans massifs, donc cas des mouvements des sans-terre au Brésil ou celui des cultivateurs de la coca en Bolivie. Et ce sont donc face à ces mécontentements qu'arrivent au pouvoir des gouvernements qui incarnent ces mécontentements. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas des alternances classiques, ce ne sont pas des partis sociodémocrates qui alternent avec un ancien parti de droite, mais des individus aux trajectoires atypiques qui arrivent au pouvoir. Donc c'est le cas au Venezuela avec un ancien militaire putschiste, c'est le cas avec un militant ouvrier au Brésil avec Lula, c'est le cas donc en Bolivie avec un syndicaliste paysan, en Équateur avec un économiste hostile à la dollarisation, ou encore au Paraguay avec un prêtre issu de la théologie de la libération avec Fernando Lugo. C'est une gauche, je l'ai dit en introduction, qui est hétérogène, plus ou moins radicale, mais qui marque dans chacun des cas du retour de la question sociale dans l'agenda politique, après des décennies d'oubli pour cause de néolibéralisme. C'est la réhabilitation d'un certain rôle de l'État dans l'économie et l'introduction de dispositifs de démocratie participative. En quelques années, les changements sont rapides. Au Venezuela, par exemple, la pauvreté diminue de 18 points en l'espace de 4 ans. Donc, si vous imaginez ce que ça peut représenter, entre 2003 et 2007. En Bolivie, les hydrocarbures sont nationalisés et l'eau, qui était au centre d'une polémique, et donc on refuse la gestion privée de l'eau. Au Brésil, le salaire minimum est doublé. Et dans de nombreux pays sont mis en place des programmes d'assistance des plus pauvres. Donc c'est le cas des missions au Venezuela, missions d'éducation, missions de santé, missions d'alimentation, qui permettent donc à la population d'avoir accès à ces services basiques. La Bolsa Familia, qui permet d'avoir une certaine quantité d'argent pour chaque famille qui scolarise ses enfants au Brésil, ou encore les bonos de desarrollo en Équateur. La proposition de créer une zone de libre-échange entre les États-Unis et le reste des Amériques est mise en échec par l'opposition de Chavez, Lula et Kirchner en 2005. Mais pourtant, donc, on connaît ces dernières années un essoufflement de la dynamique de ces gouvernements. Tout d'abord, un affaiblissement depuis l'extérieur, avec le renversement de 2 d'entre eux. En 2009, au Honduras, donc Manuel Zelaya qui est renversé par un putsch de l'armée. Ou encore, donc, plus récemment, en juillet 2012, Fernando Lugo qui est renversé au Paraguay par un coup d'État parlementaire, comme il a été appelé. Et ces renversements vont être durables. Donc aujourd'hui encore, ce sont les gouvernements issus de ces renversements qui sont au pouvoir en Honduras et au Paraguay. Et ce, malgré l'opposition de tous les gouvernements de la région qui, donc, dans ce cas, échouent à maintenir les institutions, l'ordre institutionnel chez leurs voisins. Mais on voit aussi un affaiblissement depuis l'intérieur de ces mouvements, avec une institutionnalisation progressive, un phénomène de cooptation, par exemple au niveau syndical, qui est manifeste au Brésil et au Venezuela notamment. Et il est intéressant de voir quelles organisations supranationales sont les plus dynamiques aujourd'hui en Amérique latine.
C'est par exemple l'organisation de libre-échange, le Mercosur, qui se développe et qui a obtenu l'adhésion du Venezuela en juillet dernier, tandis que l'organisation anti-impérialiste l'ALBA, qui réunit donc le Venezuela, Cuba, la Bolivie, le Nicaragua et l'Équateur, quelques petites îles des Caraïbes, stagne, n'a pas de nouvelles adhésions et a du mal à développer de nouveaux projets. Pour autant, il serait erroné de voir la fin du cycle de mobilisation ouvert par la contestation du néolibéralisme. Au Chili, après le retour de la droite au pouvoir, le plus important mouvement social depuis la fin de la dictature a eu lieu en 2011, un mouvement étudiant massif, donc nommé la révolte des pingouins, en hommage à la couleur de l'uniforme de ces étudiants, bleu et blanc. Un mouvement qui a été populaire dans l'opinion, qui a joui pendant toute sa durée d'un soutien de 70 à 80% d'opinion favorable, et qui réclamait donc l'éducation gratuite, la fin du système éducatif hérité de Pinochet. Un mouvement qui est exceptionnel par sa durée, d'avril à décembre 2011, donc je ne sais pas si vous imaginez, un mouvement social qui dure autant de mois. Par sa popularité, je vous disais 70 à 80% d'opinion favorable, et à l'inverse, l'impopularité du président auquel il s'opposait, qui jouissait de 22% d'opinion favorable pendant ce mouvement. Et par sa persistance, ce mouvement succède à des mouvements étudiants en 2006, en 2008, et c'est à travers ça une nouvelle génération qui s'éveille à la contestation politique après le traumatisme de leurs parents en 1973 avec le coup d'État de Pinochet. Donc c'est un mouvement qui a réussi à pousser un ministre de l'Éducation à la démission en dépit d'une répression permanente avec plusieurs centaines de blessés et des milliers d'arrestations. Et ces mouvements sociaux ne se déroulent pas dans les seuls pays gouvernés par la droite, et c'est en cela que le cycle de mobilisation, on peut dire qu'il n'est pas complètement fermé. Au Pérou, donc, où Ollanta Humala est revenu au pouvoir donc, avec les aspirations de la gauche politique, l'opposition au projet Conga, donc le plus grand investissement minier du pays, a mené plusieurs ministres à la démission et paralyse pour l'heure ce projet. Ou encore en Bolivie, dirigé par le syndicaliste cultivateur de coca Evo Morales. Depuis 2 ans, les divergences se multiplient entre la base sociale du gouvernement et le propre gouvernement d'Evo Morales. En janvier 2011, le gouvernement de Morales proposait d'augmenter le prix de l'essence de 70% et c'est une mobilisation qui l'a obligé à reculer. En septembre 2011, une manifestation d'Indiens protestait contre une route qui passerait à l'intérieur de leur territoire à travers d'une réserve qui s'appelle Tipnis. Manifestation qui est violemment réprimée mais qui aboutit à une crise gouvernementale aboutissant à la démission de 2 ministres. Ou encore, donc toujours en Bolivie, en mai dernier, où la centrale syndicale a appelé une grève de 72 heures contre le propre gouvernement. Donc face à ces gouvernements de droite, comme face au gouvernement de gauche, le cycle des mobilisations ouvert au début des années 2000 semble se poursuivre. Ces gouvernements de gauche donc, ont été surtout une réponse à une situation d'urgence sociale créée par les décennies du néolibéralisme, et c'est au nom de cela que des programmes d'assistance ont été mis en place contre les expressions de pauvreté les plus criantes, ce qui est la principale réussite à ce jour de ces gouvernements, avec une baisse des niveaux de pauvreté assez conséquente. Ces gouvernements ont également réussi à mettre en place une diplomatie alternative dans le cadre des structures économiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours un maintien des liens commerciaux avec l'Union européenne ou les États-Unis, mais il y a une autonomie politique de ces gouvernements, une autonomie politique sans précédent qui conteste les choix des États-Unis et choix des États-Unis qui ne sont plus en mesure d'imposer leur opinion unilatéralement. Mais c'est l'échec d'un certain point de vue d'une constitution d'un projet de société alternatif, malgré des discours qui les proclament. Le socialisme du XXIe siècle au Venezuela reste un projet idéologique flou. Le secteur privé n'a jamais été aussi important au Venezuela, et une nouvelle couche aisée, donc une bourgeoisie bolivarienne se forme. L'idéal de démocratie participative, peut-être plus modeste au Brésil, reste lui aussi englué dans des traditions politiques, dans des pratiques clientélistes au niveau régional liées au système parlementaire brésilien. Donc, pour conclure,
l'Amérique latine reste marquée par un certain nombre de continuités, que ce soit donc en termes de répartition des richesses. L'Amérique latine reste le continent le plus inégalitaire de la planète, malgré une décennie de gouvernement de gauche, ou encore dans l'incapacité à juger les dictateurs militaires des années 70. Des particularités, donc des continuités qui se voient aussi au niveau national, avec donc au Venezuela une difficulté à dépasser le modèle rentier, dépasser le modèle extractiviste avec la prédominance du secteur pétrolier, ou encore des pratiques politiques comme en Argentine, où les liens entre le gouvernement et les bureaucraties syndicales restent héritières du vieux péronisme des années 50 aux années 70. Donc c'est sur ces continuités, pour finir, sur lesquelles se heurte ce cycle de mobilisation, mais un cycle de mobilisation qui se poursuit. Je vous remercie.